Moi, j'ai un rêve. Mon rêve, c'est quoi? C'est d'être à la tête d'une entreprise, d'un empire commercial spécialisé dans le bien-être à l'échelle internationale. Ça, c'est mon rêve. Déjà, je donne sens à la douleur. Je donne un sens. Je visualise la douleur, je le personnifie. Et je fais quelque chose qui me fait grandir. Je le vois comme quelque chose qui me fait grandir. Pour toi, c'est un outil indispensable si on souhaite avoir plus confiance en soi, si on veut aller plus loin, même dans, on va dire, dans son activité en tant qu'indépendant. C'est un outil concret. Ton corps ne ment pas. C'est un outil à la fois pour ton corps et pour ton esprit. Et c'est là où tu te dis que tout est possible. Si tu fixes un objectif et que tu as un rêve, et que tu te donnes les moyens, tout est possible. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Hamza, un coach sportif personnel qui aide les gens à se transformer physiquement. Ensemble, nous allons parler des meilleures techniques pour améliorer votre entraînement, des tendances et de l'impact d'un coaching personnalisé sur notre bien-être et performance. Que vous cherchiez à booster votre routine d'entraînement ou à trouver de l'inspiration pour votre parcours professionnel, ce podcast vous apportera toutes les réponses. Prêt pour un nouvel épisode plein d'insights? Bonjour Hamza, comment ça va? Très bien, et toi? Ça fait plaisir de te revoir ici à Paris, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu en plus. Depuis très longtemps, je suis même très honoré pour cette invitation. Bah oui, en fait, je me rappelle la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pendant le Covid, et on faisait des entraînements au parc parce que tout était fermé. Ouais, je m'en souviens. Ouais, ça fait déjà, en fait, la dernière fois on parlait de ça, ça fait déjà 2 ans. Donc c'est vrai que ça passe super vite, ça fait plaisir. Bon, même si on reste en contact, je suis beaucoup ce que tu fais sur les réseaux. J'essaie de liker au maximum, de partager. Merci beaucoup pour ton soutien, et moi aussi je suis ton parcours et je suis très admiratif de ton développement. Ok, bah merci. En tout cas, du coup, je souhaitais qu'on partage sur ce podcast ensemble pour justement faire le lien avec mon audience et l'univers du sport qui est ton univers, puisque pour te présenter rapidement, tu es coach sportif et entrepreneur, puisque tu as développé ton activité de coach indépendant depuis environ combien de temps? Sérieusement, depuis le mois d'août. Auparavant, on va dire que depuis le mois de mai, j'ai commencé les créations de contenu pour préparer le terrain, pour développer ma notoriété, faire la main justement pour garder cette régularité. Et j'ai lancé donc mes offres à partir de mois d'août. Ok, super. Justement, on va dire, c'est le bon moment pour en parler et pour faire la promotion de ces offres. Avant de commencer sur ça, j'aimerais bien que tu parles un petit peu d'avant tout ça, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir prof de sport, coach sportif? Et aussi, il y a eu un entre-deux entre ton offre et le jour où tu as passé ton diplôme de coach sportif, tu as commencé à être dans cette activité, je me rappelle. J'aimerais bien que tu développes ça aussi, ce retour vers un salariat que tu as tenté, etc. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu de tout ça pour que l'audience comprenne un peu qui tu es. Ok. Alors, on va dire que j'ai eu un cursus commercial. Donc j'ai fait un BTS technico-commercial. Ensuite, j'ai travaillé donc dans divers secteurs, bâtiments, pharmaceutique, énergie, etc. Donc c'était souvent des métiers en intérim. À cette époque-là, justement, je voulais à la fois, j'ai toujours eu ce fantasme de vouloir entreprendre, mais j'avais pas encore cette confiance, cette estime de soi. J'ai toujours repoussé. Je m'étais dit, je n'étais pas encore prêt. Donc, je voulais d'abord analyser les marchés sous lesquels je voulais me parfaire, connaître le terrain, etc. À chaque fois, c'était toujours les mêmes expériences. Je tenais 6 mois grand max, et après je tournais, je voulais voir encore autre chose, voir encore autre chose. Je me sentais pas à ma place. Jusqu'à avoir effectué donc un BPGEPS AG2F, c'était en 2017. C'était un diplôme donc de coach sportif. J'ai travaillé dans une structure qui s'appelle MMA Fitness Center, dont je pense peut-être que la plupart connaissent Stéphane Hatch Chauffourier, qui justement a ouvert des fight parks à Fitness Park. Fitness Park, ok. C'est ça, qui fait le 100% fight. Donc j'ai fait mon stage alterné chez lui. Par la suite, donc j'ai développé mon activité une fois que j'ai lancé mon BPGEPS, enfin que j'ai obtenu mon BPGEPS. Donc je m'étais mis, ça a duré 3 ans où j'étais coach sportif en salle. Ce que j'avais constaté, c'est que j'étais bon commercial et tout, mais dans le sens business, j'étais à chier, quoi. Okay. Là, tu étais coach sportif dans les salles en tant que salarié, et t'avais l'idée de déjà développer un peu ce côté indépendant, à faire du coaching privé peut-être, ou à lancer une offre de coaching. Mais en fait, il y avait quelque chose qui te bloquait.
Bah ouais, la méconnaissance du business. Je ne savais pas comment. Déjà, j'avais pas la confiance en moi pour pouvoir instaurer une vraie offre. J'avais pas les connaissances en communication, marketing digital. Je voyais que ça marchait super bien sur Insta. À l'époque, justement, vers 2017, c'est là où on voyait les corps bodybuildés développés à tout va. Mais je savais pas comment exploiter ça à mon avantage. Donc c'était difficile pour moi de tenir cette activité. Après ce que j'ai fait, donc à partir de 2020, où il y a eu, on va dire, cette énorme crise existentielle qui était donc la crise sanitaire, bah j'ai décidé de reprendre mes études. Ouais, je me rappelle de ce cursus-là, parce que sur LinkedIn, je te suis aussi, donc je me rappelle que tu avais annoncé que tu souhaitais reprendre un cursus. D'ailleurs, j'étais étonné, parce que c'était juste après qu'on s'entraîne ensemble, en fait. Ouais. C'était juste après ça, et je me suis dit, bah, c'est étrange, parce que tu es quand même dans cet univers depuis quelques années, et là, tu repars directement vers le côté commercial, faire de la vente directement, parce que c'est deux mondes complètement différents. Et je me suis dit, bah, je me suis interrogé, j'avais posé des questions et tout. Donc, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à repartir? C'est la crise, c'est la situation, on va dire. Déjà, j'avais fait la rétrospective de mon activité de coach sportif. Je voyais que c'était pas très lucratif pour moi. Je m'étais dit, est-ce que c'était réellement fait ou pas pour moi? Je m'étais dit peut-être que c'était pas fait pour moi. En même temps, moi, j'ai toujours rêvé d'entreprendre. Je me suis dit d'abord, je sais qu'il faut avoir des bonnes compétences ou des connaissances, au moins ne serait-ce que théoriques. Je sais que tout se fait sur la pratique, mais au moins ne serait-ce que théorique pour que je puisse concevoir, modéliser et l'appliquer dans mes projets. Donc j'ai décidé donc de reprendre une école de commerce qui s'appelait Eurydice Business School, enfin qui s'appelle Eurydice Business School, où j'étais ingénieur d'affaires. C'était complètement rien à voir, c'était dans la transformation digitale, donc édition des logiciels, etc. Après ce bachelor, ce que j'ai fait un master à la Rocket School. J'ai préféré plutôt, au lieu d'étudier donc le marché du digital, plutôt utiliser les outils digitaux à mon avantage. Donc voilà, j'ai fait donc une première année de master et après j'ai eu burn-out dans le sens où j'ai vu que j'allais m'enfermer dans le salariat. Puis j'ai dit bon, c'est bon, j'arrête pour moi. En fait, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je me suis dit, je vais retourner. Parce que Rocket School, il me semble que c'est une école qui arrive à faire, on va dire, sur une période de 10 mois, 12 mois, un niveau master, c'est ça, et après, tu arrives directement à intégrer une entreprise en tant que salarié. C'est ça, c'est spécifique, la Rocket School, non? C'est ça. Après, moi, ce que j'ai pris comme formation, c'était une formation en 2 ans. Ah, ok. Master. Ouais. Mais je suis arrivé au bout d'une année et la deuxième, j'ai pas senti le nécessaire de continuer. C'était qu'un bout de papier en fait pour moi. C'est pas ça qui fait. En vrai, c'est pour les personnes on va dire carriéristes qui ont des choses à prouver, qui veulent. Mais moi, je savais que je voulais pas finir cadre ou répondre de qui que ce soit dans une entreprise et m'ajouter une pression supplémentaire. Si c'est une pression, je veux que ça soit pour moi, pour mon chiffre d'affaires, pour ma propre liberté quoi. Mais est-ce que t'as fait un stage pendant cette année ou est-ce que t'es allé dans un bureau vu que quand j'étudiais c'était en alternance. Ah ok, c'était en alternance. C'était en alternance. La première année t'es en alternance. C'est ça. Donc j'ai travaillé donc dans des structures qui étaient spécialisées dans la transformation digitale. Donc j'étais ingénieur d'affaires, donc j'apprenais donc je faisais de la prospection, je touchais un peu au marketing digital dans le sens où j'apprenais donc à utiliser le social selling à mon avantage. Tout ce que j'apprenais à l'école en fait je l'appliquais. Et à cette époque-là, t'as quel âge? Là, vu que j'ai 34 ans, à cette époque-là, j'avais entre 32 et 33 ans. Quoi. Parce que j'aimerais bien que tu t'expliques un peu les problématiques que t'as eu à reprendre l'école. Tu vois, pour justement mettre ça en avant, pour montrer que des fois, le système, il est un peu mal fait sur certains aspects, surtout quand on veut reprendre l'activité et se remettre dans le cursus scolaire pour quelqu'un qui a plus de 30 ans. En fait, tout a démarré parce que j'étais super mal orienté quand j'étais beaucoup plus jeune. Ouais. On peut parler du système éducatif, on veut te rentrer dans des cases, sauf qu'en fait un humain c'est beaucoup plus nuancé que ça. Certains peuvent remplir les cases, ça dépend. Il y en a qui sont faits complètement pour rentrer dans les cases, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus nuancés et c'est plus difficile pour eux. Moi je fais partie de ces personnes-là. Et ce que je vois dans les écoles, j'ai fait plusieurs écoles justement de commerce et on a beau critiquer tout ça, mais en fait les écoles eux-mêmes font de leur mieux parce que on a toujours cette image, c'est une école de commerce, ils font ceci, cela et tout. Mais en fait, faut te mettre dans le corps, c'est géré par des humains, ce sont aussi des entreprises et ils ont aussi leurs propres problématiques. Et quand tu arrives à rentrer dans ce cadre-là et que tu vois qu'en fait tout est
en fait, tout est entrepreneuriat, en fait. Tout est une entreprise. Ce que toi, tu n'identifies pas comme une entreprise, c'est une entreprise. Même, j'ai envie de te dire, même une famille, c'est une entreprise. Ouais. C'est une entreprise. Dès que tu commences à concevoir ça, bah, en fait, je sais pas, en fait, je remarquais que j'avais des pensées limitantes. Okay. J'avais des pensées limitantes. Et, quand tu commences à voir, on va dire, un peu partout là où, en fait, tu commences justement à identifier, à voir un peu partout là où tu ne voyais pas, et c'est là où tu t'ouvres des portes. Ouais. Et l'école, tu penses que de reprendre justement l'activité, reprendre le cursus scolaire après tes 30 ans, ça a été, on va dire, différent que si tu avais fait ce même cursus à 20, 22, 23? Beaucoup plus différent parce que quand j'avais 20 ans, je savais pas ce que je voulais faire réellement. J'avais pas forcément la vraie motivation, alors qu'à 30 ans, déjà, je fais la démarche parce que c'était plus difficile de reprendre les études parce que, bah, par exemple, en alternance, malgré que t'es plus expérimenté, mais les entreprises, ils font attention à leur budget et payer quelqu'un qui est en contrat d'apprentissage et qui se font aider par l'État et payer quelqu'un qui est en contrat pro, où c'est à eux de débourser de l'argent, c'est plus difficile à convaincre. Ouais. C'est plus difficile de trouver sa place. Et déjà, il y a cette difficulté-là, déjà à re-rentrer, déjà même pour soi, l'estime de soi, ça peut impacter parce qu'on se retrouve avec des plus jeunes. En général, enfin, c'est ce que tu penses au départ, mais après tu trouves des personnes qui sont dans les mêmes cas de figure, et tu trouves même des personnes qui sont beaucoup plus âgées que toi. Donc en fait, tu dis qu'en fait tout est une question de parcours. Il faut pas se limiter par rapport à l'âge et le temps en fait. C'est une leçon d'humilité que j'ai appris, et j'ai compris que c'était beaucoup plus condensé parce que je sais ce que je veux réellement, quoi. Okay. C'est bien en tout cas que t'as fait on va dire cette démarche et que t'as réussi à prendre sur toi justement à dire je reprends l'école, je me remets dans un cursus. Peut-être que certaines personnes dans ton entourage disaient est-ce que t'as eu des bons retours par rapport à ça? Comment ton entourage il a réagi par rapport à ça? Bah c'était mitigé, hein. Là ils vont dire, il y en a qui comprennent pas. Justement, en fait, ça dépend le mindset des gens, en fait. Donc c'est pour ça que déjà j'extrapole et je suis pas atteint par ça parce que je extrapole par rapport au passé de la personne. Et les personnes, ils vont pas comprendre parce qu'ils calent justement tout par rapport au parcours d'âge. Il y en a qui vont se dire, normalement, à 23 ans, t'es censé être marié, je sais pas quoi. À 30 ans, t'es censé être je sais pas quoi et tout ça. Donc, ces gens-là, ils vont pas comprendre. Ouais. Il y a d'autres gens, qui sont un peu, qui s'identifient à moi dans le sens qu'ils ont pas trouvé leur place. Eux vont dire, vas-y, fonce. Ça te fera une arc en plus, un outil en plus à ton avantage. Explore tant que tu ne fais rien, tant que tu ne fais pas rien, en fait, avance, quoi. En fait, c'est le fait de rester inactif et de rien faire qui fait que parce que là, à ce moment-là, t'as plus du tout d'activité quand il y a eu la crise sanitaire. Les salles étaient fermées, plus d'activité. Et même, j'ai envie de te dire, même les gens n'étaient plus intéressés par le sport. C'était vraiment leur cas des soucis. Il y a beaucoup qui sont relâchés. Et c'est là où il y a même une énorme vague de dépression aussi. Ouais, c'est possible. Après, justement, en fait, il y a eu pas mal de gens qui sont désintéressés, mais il y a quand même eu un marché parallèle qui s'est développé en ligne. Ouais. Et justement, en fait, cette crise sanitaire, je pense qu'elle a été lucrative pour toi d'un côté. Oui. Parce qu'en fait, les gens, ils ont commencé à consommer, on va dire, du contenu en ligne de sport qu'ils avaient moins l'habitude de consommer avant. Et ils ont pris cette habitude d'acheter. Donc, en fait, au final, par rapport à ton offre d'aujourd'hui, je pense que tu as un meilleur marché qu'il y a 4 ans en arrière, possiblement. C'est un mal pour un bien. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a eu cette phase où les gens, ils savaient pas trop quoi faire. Il y avait toutes les salles qui ont fermé. Au final, il y a tous. Moi, je sais qu'à cette période-là, j'avais beaucoup de pression à ce moment-là, et je sais que le fait que tout ferme, ça m'a un peu relâché. Et c'est vrai que je suis plus allé à la salle, mais dès que ça a rouvert, j'ai repris un peu l'activité sportive directement, parce que faire 1 mois, 2 mois sans rien faire, c'est un peu dur. Ouais, c'est dur. C'est un peu dur, surtout quand t'as l'habitude. Et du coup, à partir de quand tu décides d'arrêter, on va dire. L'école Rocket School, donc tu décides d'arrêter et repartir sur on va dire le business de coach, mais différemment, c'est ça? C'est ça, différemment. Je me suis dit, en fait, lorsque j'ai saturé, j'ai fait un burn-out, je me suis dit je me suis recentré, je suis parti voyager un peu, je suis revenu, je me dis je suis bon dans quoi? Déjà, faut revenir à la base. Qu'est-ce que tu aimes faire, que tu serais capable de faire gratuitement jusqu'à pouvoir t'en faire de l'argent? Je me suis dit, à la base, le sport, c'est mon dada. J'ai toujours eu une appétence, on va dire, scientifique. J'ai toujours eu une vision scientifique des choses. Et le sport, je le vois même dans un aspect
dans un côté, ouais, c'est ça, scientifique. Donc je reviens dans cet univers-là. J'ai toujours été aussi passionné par j'ai toujours été instruit dans la nutrition parce que j'ai envie de te dire, la nutrition, c'est la base. T'as beau t'entraîner comme tu veux, si t'as pas l'alimentation qui va avec, ça fonctionne très peu. Ça marche pas, ouais. Ça marche pas, quoi. Donc j'ai rajouté ça, j'ai fait des nouvelles rencontres entre-temps, des personnes qui sont spécialisées, qui avaient des compétences dans tout ce qui était développement personnel, mindset, préparation mentale. Je me suis beaucoup documenté dessus et j'ai rajouté ça à mon arc. Et tout ce qui est marketing digital. Donc j'ai compris que maintenant j'ai compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux, les ads, les publicités, le copywriting, ghostwriting, etc. Les méthodes, comment faire plus de visio, vu que maintenant, après la crise sanitaire, les modes de consommation, enfin pas les modes de consommation, mais les modes de communication ont changé. Il y a beaucoup plus en plus de visio, alors qu'avant c'était beaucoup de face à face. C'est vrai. Le distanciel était un peu mal vu, enfin pas mal vu, mais bon, les gens ils aimaient pas trop. Ouais. Oui, c'est ça. Donc avant c'était que des appels téléphoniques et ensuite entretien face à face. Maintenant il y a beaucoup de visio. Pour donner une anecdote, quand je m'entraîne aux Émirats, il y a beaucoup de gens qui sont en visio avec leur coach. C'est souvent des Russes. Ils sont souvent en visio avec leur coach en direct à la salle, tu vois. Les mecs, les coachs en visio dans la salle, ils font leurs exercices. Des fois, tu les entends crier, tu dis allez. Et il y en a, j'ai vu plusieurs fois, tu vois, genre ils viennent tous les 2 jours, 3 jours, et ils sont toujours en visio avec le gars. Ah, c'est marrant ça. Okay. Ouais, c'est un nouveau système. Ouais, et là-bas, quand je m'entraîne aux Émirats, je vois souvent des personnes qui sont accompagnées comme ça, en visio direct, tu vois. Donc c'est peut-être une nouvelle offre que tu pourrais proposer, qui n'existait pas sur le marché français. Je sais pas si ça peut permettre. Ça pourrait être une idée, mais moi, je préférais justement décorréler le temps. Être en présentiel. Ouais, parce que pour moi, justement, être focus sur 1 heure, etc., je pourrais le faire, ça pourrait être, mais j'essaie de pas trop, justement, j'essaie de me détacher de tout ce qui est présentiel, et je préfère apporter un soutien, faire mes petits suivis à côté, et laisser la personne s'entraîner et je préfère rédiger les programmes, faire un suivi par rapport à ça, quoi. D'accord. Ok. Alors t'as parlé un peu de tes rencontres, de développement. Enfin, pour ton corps et pour ton esprit. Ok. Et tu penses que ça a un impact sur le leadership? Oui, bien sûr. Moi, je pense que les meilleurs, les plus grands leaders, c'est des sportifs de base, enfin, qui sûrement sont déjà sportifs à côté, quoi. Ouais, sûrement. Après, je pense qu'il y a la plupart des personnes sont toujours accompagnées et bien sûr, je pense que déjà, par exemple, que tu fais un sport comme la boxe, t'as tout de suite une mentalité de combattant. Tout de suite, on va dire, t'es dans ton univers et t'arrives à visualiser chaque élément comme si tu rentrais dans un ring. Et je pense que c'est une force d'avoir, on va dire, ça. En plus de ces activités, c'est d'avoir ce à côté, ce mindset de se dire toujours, ouais, je vais aller m'entraîner pour me dépasser, et après ça a un impact derrière sur son activité. T'as des idées de sport que tu recommanderais là, justement pour avoir plus d'impact, je sais pas, par exemple. Ça pourrait convenir, ça dépend des appétences du passé et la morphologie des gens, s'ils ont des pathologies ou pas, ça dépend de plein de facteurs. Moi, ce que je recommande déjà pour les personnes qui peuvent pas, qui ont des contraintes, on va dire en gros, plutôt peut-être faire du cardio, c'est déjà bien, déjà commencer à faire du cardio training, de la course à pied, il y en a ça leur convient, il y en a sont plutôt natation, il y en a sont plutôt musculation. Moi, à mon sens, ce qui développe plus le mindset, c'est les sports de combat, parce que tu te mets face à un danger. T'as une sorte d'adrénaline que tu trouves pas dans la musculation, quoi. Par exemple, tu vois. C'est vrai.
Donc parce que t'as une notion de réactivité, t'as une notion de tu dois allier plusieurs on va dire plusieurs appétences athlétiques, la force, la puissance, l'agilité, la réactivité, la coordination, l'endurance. C'est vrai. En plus, t'es face à un adversaire, donc tu peux pas vraiment te laisser aller. Tu dois t'adapter. C'est ça. Donc ok. Donc tu recommandes plus les sports de combat, on va dire pour justement essayer de se dépasser, et en plus en fait face à quelqu'un, t'arrives à aller toujours plus loin, c'est sûr. Tu dois t'adapter à l'instant T. C'est vrai. Et est-ce que t'as des personnes que t'as accompagnées justement où t'as senti une évolution par rapport à, on va dire à leur entreprise, ou par rapport à justement à comment ils voient les choses au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as entouré, ou quelqu'un de ton entourage qui s'est développé grâce à ça? Il y en a un que j'ai en tête, qui m'a complètement marqué. Il s'appelle Karim. Quand je l'ai connu, en fait, c'est que il était venu pour justement juste se transformer physiquement. C'était plutôt pour on va dire une recomposition corporelle. Il voulait pas vraiment perdre ou pour prendre du poids, mais juste paraître plus athlétique. Mais ce qu'il souffrait, c'était vraiment un manque de confiance en soi. C'est-à-dire que quand il voulait aller en salle, il se pensait que tout le monde l'observait, il se sentait jugé, il y avait un énorme travail à faire sur ça, parce que il était trop dépendant du regard des autres. Et il avait une faible estime de soi, je sais pas par rapport à ce qui s'est passé durant son enfance. Et le fait de l'avoir accompagné, d'avoir été là peut-être un bon moment de sa vie, peut-être, qui fait que maintenant, juste après cette transformation, il a quitté son job au McDo, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, où il a toujours rêvé d'être dans tout ce qui était dans la créativité. Je pense que c'était web graphiste, c'est ça. Okay. Elle a lancé son activité, je le vois un peu sur Insta, ce qu'il fait, tout ça, et ça me fait énormément chaud au cœur, quoi. Donc ça, tu penses que ça a eu, en fait, l'impact du sport, ça a permis de débloquer quelque chose mentalement pour justement changer aussi sa vie réellement, parce qu'au final, il avait un job peut-être temporaire qui après il a switché sur une activité qui lui correspondait plus, et en plus de ça, en indépendant. C'est ça, parce qu'il avait des pensées limitantes. Okay. Il avait des pensées limitantes, et le fait d'avoir inculqué le dépassement de soi dans le sport, ça lui a débloqué toutes ces pensées limitantes. C'est fou. C'est fou. Ouais. Après, je pense qu'il y a pas mal de personnes comme ça, en fait, qui s'en rendent même pas compte. C'est inconscient. C'est inconscient. C'est par rapport à. Il suffit que, par exemple, t'as grandi avec des parents qui peut-être qu'ils ont pas compris comment te parler, et te rabaisser plutôt dans le sens qu'ils voulaient peut-être te motiver, mais en fait, qui te rabaissaient, et que toi, en fait, ça te braquait plus que ça te donnait envie de challenger, quoi. Après, je sais pas. Est-ce que toi, tu penses qu'en France, on a une bonne culture sportive? Ça se développe. Ça se développe. Ouais. En fait, il suffit que tu ailles à l'étranger, par exemple, quand tu vas en Espagne ou au Portugal, qu'ils ont tous la culture du physique, où ça s'entraîne devant la plage, les gens se mettent en débardeur et tout ça, et personne qui les juge. Ici, en France, il suffit que tu sois un peu musclé, si tu te mets en débardeur, il se la pète. Il se la pète. Ou alors, t'as encore des trucs à la télé, des conneries, que j'avais vu là récemment, faire de la musculation, prendre des protéines, c'est se bousiller les reins, et après quand t'arrêtes la musculation, tu deviens gros. Ils mettent encore ce genre de conneries à la télévision, quoi. Ouais, donc il y a il y a un mauvais message autour de ça et autour des compléments alimentaires. Il y a un gros complexe d'infériorité. Ok. Et toi tu penses, comment tu conseilles justement ces compléments alimentaires? Est-ce que tu le recommandes à certaines personnes? Est-ce que tu penses que ça a un impact positif, négatif? Alors, faut faire attention. Déjà, à la base, ce qu'il faut déjà remettre les choses dans son contexte. Le plus important, déjà, c'est avoir ses nutriments, ses calories. Faut faire un bilan sanguin, parce qu'il faut pas s'orienter prendre quelque chose ou quoi que ce soit, ou s'automédiquer, quoi. Faut déjà faire un bilan sanguin, analyser ses carences. Ensuite, une fois qu'on a analysé ses carences, prendre des bonnes sources de compléments alimentaires. Il y a plusieurs formes différentes. Ne pas prendre ce qu'il y a dans les pharmacies, parce que les formes sont inorganiques, et eux, ils sont là juste pour vendre les trucs. Ils connaissent l'aspect marketing, et c'est pas la meilleure des choses. Donc se faire accompagner par un spécialiste, faire des bilans, et se supplémenter si nécessaire, si l'alimentation on n'y trouve pas son compte, quoi. Ok, parce que c'est moi je sais que je prends des compléments alimentaires depuis 10 ans, même plus peut-être.
peut-être moins, en plus, presque 14 ans. J'en prends pas tout le temps, mais je sais que j'ai déjà eu des programmes d'entraînement où je devais prendre déjà de la protéine, ça j'en prends assez régulièrement, mais je prends aussi, j'ai déjà pris de la créatine, j'ai déjà pris de la L-carnitine, tu vois, d'autres produits. Et en fait, le fait d'avoir, on va dire, des connaissances un peu sur l'alimentation, je pense que je les ai pris, on va dire, bien. Mais je sais que quand j'en parlais à des gens, il y a des gens qui pensent que je me dope, tu vois. Tu vois. Et en fait, oui. J'aime, enfin, dans tout ça, on va dire que il y a un manque d'informations. Je pense surtout en France, parce que aux États-Unis, par exemple, ils sont très ouverts à tous ces compléments. Après, bien sûr, il faut distinguer tout ce qui est, on va dire, ces compléments alimentaires et le dopage, qui sont, je sais pas moi, les hormones, par exemple, la testostérone. Ça, je pense qu'il y a un manque de sensibilisation autour de ça, et les gens, quand tu prends de la protéine, je te jure, tu dis protéine, des fois les gens ils pensent que tu te dors. Mais c'est ça. Il y a même certains dans la médecine traditionnelle. J'ai vu un documentaire une fois sur un jeune qui justement voulait prendre soin de lui, qui faisait de la musculation. Ses parents étaient inquiets parce que justement il regardait trop la télévision et qu'il prenait justement les protéines comme du dopage. Parti voir un médecin, le médecin a dit faites attention, un goûter. Évitez les protéines, prenez plutôt un gâteau. Mais enfin, bon, j'ai 100 commentaires, c'est n'importe quoi. Non, après, bon, il faut voir faut se faire accompagner par un spécialiste justement pour éviter d'avoir des problèmes derrière, et être conscient de ce qu'on prend, comment on le prend, avoir le bon programme d'entraînement aussi à côté, parce que si on prend de la protéine et on s'entraîne pas, au final, ça a des effets néfastes. Si on prend de la créatine et on s'entraîne pas, ça sert à rien au final. Enfin voilà, il y a plein de choses que les gens ils font des amalgames, et il faut justement se dire que c'est des compléments alimentaires, donc il faut aller voir quelqu'un qui s'y connaît pour être bien orienté et prendre les bonnes doses au bon moment, et avoir justement les bienfaits du complément au final, parce que sinon si on prend ça pour rien, c'est sûr qu'on peut la protéine, si t'en prends trop sans boire assez d'eau, par exemple, tu peux. C'est ça, en fait c'est l'eau, la déshydratation qui fait que tu peux avoir des calculs rénaux si tu dépasses ton apport, les deux, je crois, si tu fais les 3 grammes, à partir de 3 grammes par kilo de poids de corps, et que t'es déshydraté. Oui, là, tu commences à avoir des problèmes, avoir des problèmes au niveau des reins. Mais sinon, tu baisses un peu ton apport, et c'est difficile même de faire les 3 grammes. J'ai envie de te dire, même déjà quand on s'alimente correctement, c'est difficile d'avoir son quota de protéines. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, j'aimerais bien qu'on vienne sur le côté entrepreneurial, parce que dans mon audience à moi, j'ai beaucoup de gens qui souhaitent se lancer, tu vois, qui commencent dans le business, ou déjà des gens qui ont déjà des entreprises. J'ai différents types de profils que j'accompagne, et j'aimerais bien que tu nous donnes un peu des conseils pour quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat. Comment il pourrait, qui fait jamais de sport, on va prendre un débutant dans le sport, comment il pourrait mettre en place une routine d'entraînement dans son quotidien? Déjà, avant même de penser à l'entraînement, il faudra penser à la récupération, parce que si tu ne récupères pas, tu peux rien faire. Il y a plusieurs types. Moi, j'ai compris que, par exemple, que moi, j'avais un sommeil biphasé. Je peux pas, moi, enchaîner 7, 8 heures, 9 heures de sommeil. Je dors 4 heures. Ensuite, je fais une sieste de 2-3 heures, voire 1-2 heures plutôt. Et c'est un truc qui me convient. Déjà, analyser, en fonction de déjà comment tu places ton sommeil, comment tu positionnes. Une fois que tu es bien récupéré, par rapport à l'organisation de ta journée, voir là où tu es le plus en forme pour pouvoir faire du sport. Moi, ce que je peux recommander, c'est tôt le matin. Ça dépend. Si c'est plutôt de type endurance, faire du cardio le matin, c'est bien. Moi, ça permet ça te permet au corps de se réveiller. Et si c'est plutôt des sports de type force, plutôt le soir. Après, c'est compliqué le soir quand tu vas en salle de gym. Il y a énormément de monde. C'est une charge mentale supplémentaire, tu vois. C'est vrai. Donc, faire par rapport à sa propre organisation et gérer son énergie. C'est marrant quand tu dis ça, parce qu'en fait, moi, je me suis entraîné longtemps à 5h30, 6h du matin, tu vois, parce que justement, à la salle de sport, il y a personne. J'aimais bien ce côté calme, etc. Mais c'est vrai que j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. C'est vrai que j'arrive pas à soulever lourd le matin. Tu vois, le système nerveux, il est pas encore il est pas encore assez réveillé. Et bon, je faisais des entraînements assez légers. En fait, c'était plus du maintien, c'était plus pour me réveiller, pour garder ce rythme, en fait, et me dire après l'entraînement, je prends mon petit déjeuner, après le petit déjeuner, je commence à travailler. En fait, j'ai mis en place cette routine vraiment très structurée. Et au final, maintenant, je m'entraîne un peu quand mon corps est OK pour s'entraîner, parce que déjà de mettre en place cette routine, je me suis rendu compte qu'il y a des fois,
ça impactait après sur ma journée parce que je me réveillais trop tôt par rapport à la veille, je m'étais couché trop tard. Donc au final, même si j'avais quand même ce rythme, en fait, j'étais beaucoup fatigué. Vu que moi, je suis des fois, j'ai besoin de mon côté créatif et tout. Ouais. Donc, ça avait un impact. Et même de me motiver. Tout simplement, quand t'es fatigué, t'as du mal à te rentrer dans le taf et tout. T'étais un peu genre, tu vois. Et en fait, des fois, maintenant, je m'entraîne le soir, tard. Et là, justement, je me rends compte que mes entraînements, ils vont plus loin, je pousse plus. Et en fait, dans l'entre-deux, je me dis, ouais, je me reconnais dans ce que tu dis parce que je me dis, en fait, le matin, si je suis bien le matin, je vais aller m'entraîner léger, faire un peu on va dire, des longues répétitions à poids léger. Et le soir, si je veux faire, par exemple, 3 semaines de force, je vais y aller plutôt le soir. Parce que c'est vrai que le matin, c'est impossible de soulever des grosses charges. Tu vois ça, par exemple, même moi, tu vois, moi, je m'entraîne 2 fois dans la journée. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'hyperactif. Il y en a, ils vont me dire, je suis fou. Mais, en plus, je suis passionné, mais moi, je suis quelqu'un d'hyperactif. C'est-à-dire que moi, quand je me lève le matin, je fais mon cardio à jeun. Et le soir, si je peux pas, ou sinon début d'après-midi, parce qu'il y a moins de monde, je fais ma musculation, tu vois. Okay. Et par contre, je suis dans un dilemme dans le sens où je sais que quand je me lève le matin, je dois avoir des tâches créatives. Enfin, c'est là où je suis le plus créatif. Mais si je me lève tôt le matin directement, que je vais faire mon cardio, quand je reviens, bah, je suis out. Ouais. J'ai une phase de coup de barre où je suis un peu out, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est un dilemme que j'ai moi-même déjà pour. Ça dépend. En fait, il y a des jours où je sais que je dois faire des trucs créatifs. Je préfère d'abord faire mes trucs et ensuite aller au sport. Tu vas au sport, ouais. Ok. Et donc pour quelqu'un qui vient de débuter, par où commence alors? Il faut plutôt qu'il commence justement par développer ce côté routine avec un petit entraînement au quotidien d'1 heure, ou alors avoir quelqu'un qui l'accompagne et aller vraiment plutôt sur on va dire comme un bootcamp ou un truc genre vraiment intense au début pour après reprendre. Comment tu l'orienterais? Déjà, jamais commencer intensivement, c'est le bon moyen d'arrêter, d'abandonner. Ouais. Déjà commencer progressivement, s'inculquer une routine, se faire accompagner par un professionnel si nécessaire, si on a des problèmes de motivation, de discipline. Mais d'abord, s'inculquer un objectif, une routine, commencer petit, tranquillement, et au fur et à mesure, soit on agrandit un peu ses séances, on augmente surtout en intensité, et on augmente un petit peu les fréquences d'entraînement. Comment on arrive à enlever ces barrières psychologiques justement le sport, c'est chiant, c'est douloureux, j'ai la flemme, tu vois, toutes ces barrières là. Comment on peut arriver à trouver cette source d'inspiration dans le sport? Qu'est-ce qui pourrait... Moi, personnellement, ce qui m'aide, il y a 2 points, il y a 2 clés qui m'aident. Déjà, je donne sens à la douleur, je donne un sens. Je visualise la douleur, je le personnifie, et je fais quelque chose qui me fait grandir. Je le vois comme quelque chose qui me fait grandir. Et deuxième point, la musique. La musique, ça m'aide à transcender, je sais pas, ça m'aide à... Vu que la musique, ça joue sur les circuits de récompense, si t'associes la douleur à quelque chose que tu visualises et que t'en fais quelque chose de plutôt, je sais pas comment dire, d'émotif, ouais, c'est ça, d'émotif, à travers la musique, vu que la musique, c'est là où on est beaucoup plus réceptif. Notre cerveau, en fait, comprend mieux la musique que le langage, corporel ou créer comme si t'avais une dopamine qui sécrète. C'est ça. Donc la musique, moi, ça m'aide et donner sens à la douleur. Ok. Et toi, tu peux dire que t'es accro au sport aujourd'hui? Ouais. Si, ça fait quoi sur ton mental si par exemple tu fais 1 semaine sans sport? Déjà, j'ai l'impression que j'ai raté ma semaine. Ok. J'ai l'impression parce que là, moi, je sors d'1 semaine sans sport, là. Donc là, c'est-à-dire ma semaine dernière, elle est nulle. Non, mais pourtant, c'est pourtant, regarde, théoriquement, pourtant, c'est bien, tu fais du repos, tu vois, ça se trouve, ton corps en avait besoin, tu vois. Mais moi, je suis dans un mindset où, en fait, même moi, faut que je me corrige par rapport à ceci. Je suis un être humain et je sais que je suis pas parfait et il y a des choses, justement, où moi aussi, je dois corriger. Et pourtant, c'est des valeurs que j'inculque aussi à mes clients, tu vois, mais qui sont difficiles à appliquer. Mais ouais, j'ai l'impression que si je rate 1 semaine, bah ouais, j'ai raté 1 semaine, quoi. C'est 1 semaine où j'ai pas avancé que ça soit peut-être dans mes projets ou je sais pas, mon mental en fait je sens que va régresser. En fait, je commence à avoir une phobie de la zone du confort.
Ok. Tu veux toujours aller plus loin. Ouais, maintenant, je me suis mis dans le confort d'être inconfortable, tu vois. Ok. Et c'est quoi tes objectifs personnels là-dedans, à travers le sport, à toi, là maintenant, tu Là, je sais suis dans la longévité dans le sens où je prends de l'âge et je veux conserver le plus longtemps possible. Ok. Et t'as pas d'objectif de compétition, par exemple, dans fitness ou en Non, bodybuilding? ça a jamais été mon délire. Tout ce qui est bodybuilding, etc. Moi, à la base, quand j'ai commencé le sport, j'étais plutôt dans le délire performance. Mhm. J'étais pas dans l'esthétique. J'ai toujours voulu être plus fort, plus endurant, plus souple, développer des qualités, tu vois. J'étais plutôt dans le skills, tu vois. Et il y a une période, je voulais commencer les combats. Je voulais faire de la boxe anglaise et kickboxing. Je voulais me lancer dedans. Mais bon, après, je me suis dit, bon, se manger des coups, des blessures, en même temps, je vais être entrepreneur à côté. Est-ce que ça va pas me freiner? J'ai l'impression que c'est prendre peut-être des risques inutiles. Donc, Mhm. finalement, j'ai autant gardé juste l'entraînement et voilà quoi. Ok. Parce que là, tu t'entraînes aussi en sport de combat. Ouais. Ok. Et comment justement on arrive à trouver l'équilibre entre avoir une routine sportive, sa vie pro et aussi personnelle en fait, parce que au fur et à mesure, enfin, après t'as ta vie perso aussi à côté. Comment t'arrives à trouver cet équilibre? En plus, tu me dis, tu t'entraînes 2 fois par jour. Ouais. Donc comment t'arrives à faire la balance entre tout ça et à trouver le temps de faire tout ça? J'optimise mon temps, l'organisation. Pour moi, le temps a une valeur. C'est une valeur. C'est pour ça que le temps, je l'accorde pas avec n'importe qui, tu vois. Même dans mes cercles d'amis, maintenant, mes cercles d'amis sont super restreints. Ouais. Pourquoi? Parce que maintenant, je préfère construire soit des vraies relations, ou sinon, si c'est des relations factices, j'ai pas le temps, tu vois. Ouais, J'ai ouais. pas le temps. Mon sport, j'essaie de faire vraiment aussi avec mes temps de récupération. C'est vraiment, j'essaie pas d'augmenter le temps, mais plutôt l'intensité, de progresser plutôt en intensité. Et j'ai ma routine d'organisation et j'optimise mon temps, quoi. Et tu t'entraînes combien de temps à chaque fois que tu fais une session? À peu près, c'est quoi le On va temps? dire le cardio training avant. Bon, maintenant je suis descendu à 1 heure. Je fais 1 heure de cardio le matin et la muscu maintenant j'essaie de faire à 45 minutes, grand max 1 heure, quoi. Mais Ok. très intense. Je fais des circuits, quoi. Et pour quelqu'un qui veut, qui a juste 1 heure d'entraînement, enfin pas 1 heure, mais un temps dans la journée par jour pour s'entraîner, combien de temps il faudrait qu'il s'entraîne à peu près pour garder? Ouais, 45 minutes, 1 heure, c'est déjà très bien. Ok. Après, ça dépend de l'intensité. Ouais. Ça sert à rien de rester trop longtemps. Je suis pas forcément moi un modèle par rapport à ça. C'est juste parce que moi, je suis quelqu'un de très hyperactif, tu vois. J'ai besoin de bouger parce qu'en fait, si je bouge pas, si j'ai pas condensé mes journées, je dors pas. D'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, si je fais 45 minutes, 1 heure, c'est assez tout. Ouais, tout se compte par rapport aux exercices que tu as employés et l'intensité que tu mets, quoi. Ok. Et à ton avis, le sport, ça a quel apport dans la gestion émotionnelle, tu vois? Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on est dans des situations un petit peu de stress, on peut se retrouver face à une gestion de conflit aussi, tu vois, par exemple, soit avec un client, soit avec ses équipes. Comment, à ton avis, ça arrive à calmer? Et quel type d'activité sportive on pourrait faire justement pour gérer, on va dire, ce stress par rapport à quelqu'un qui est dans qui Ça est dépend. dirigeant ou Ça autre? dépend du mood. Si c'est une personne, on va dire plutôt introvertie, pardon, plutôt se mettre dans les sports de combat parce qu'il va se défouler dans les sports de combat. Mhm. Parce que peut-être les personnes introverties, en fait, ils vont contenir des choses en eux. Ils vont contenir. Donc, ça serait bien qu'ils libèrent justement cette agressivité dans les sports de combat. Alors que si plutôt les personnes qui sont très expressives, très extraverties, etc., qui sont trop dans la communication, qui débordent beaucoup d'émotions, eux doivent plutôt être dans des exercices soit d'endurance pour apprendre à être résilient, ou soit des exercices plutôt de méditation, on va dire, Ouais. yoga, des exercices de gainage dans la résistance, des exercices qui sont plutôt
surtout pour les personnes aussi qui vivent en ville, qui n'ont pas l'horizon devant eux, ils n'ont pas la nature aussi devant eux. On est coupé de la nature. Je pense que la méditation, c'est un point où justement on peut centraliser notre concentration, reprendre, revivre dans l'instant présent. Parce que même moi, j'ai des problèmes. Soit je suis dans le futur, soit je suis dans le passé. Mais c'est des côtés qui sont très imaginatifs. Je suis trop dans ma tête, mais pas assez ce qu'il y a autour de moi, quoi, par exemple. Je trouve que la méditation, c'est bien. Ça te permet déjà de vivre dans le présent. Et quand tu vis dans le présent, c'est là où tu es plus amené à être dans un sentiment de gratitude. Et quand tu es plus amené dans un sentiment de gratitude, bah, tu es plus heureux. Et 2, bah, tu es moins stressé. Ok. Donc ça a un impact positif finalement. Très positif. Ça prend du temps parce que la concentration, même tu vois, par exemple, je suis TDAH, bah, c'est plus difficile, mais c'est faisable, tu vois. Ok. C'est vrai que je trouve que moi, les gens sont de moins en moins concentrés, enfin dans les gens que j'accompagne ou même les équipes que j'ai. C'est vrai qu'il y a un problème de focus. Et, moi, j'arrive à me concentrer, mais avec juste des téléphones, là, la notification. Moi maintenant par exemple je travaille plus le matin parce que j'ai moins de notifs, moins de messages et les gens ils sont pas encore actifs. Tu vois, j'ai un petit conseil, coupe les notifs par exemple des réseaux sociaux, etc. Prends juste j'ai coupé Instagram, Facebook, j'ai coupé YouTube, j'ai coupé toutes les applications, il y a que WhatsApp en fait. Moi c'est le problème, c'est que je peux pas couper tout WhatsApp. Ouais, non, mais après WhatsApp parce que c'est lié à ton business. C'est ça. Et voilà, en fait, tout ce qui est lié à ton business, tu gardes, tu vois. J'ai déjà coupé toutes les notifs, comme ça, un peu Instagram. Tu vois, par exemple, Instagram, si on m'envoie un message, je vais le voir que si j'ouvre Instagram, tu vois. Ouais. Et, je vais pas avoir ni de notifs, ni d'icônes sur l'application, parce qu'en fait, pendant un moment, j'avais enlevé les notifs. Après, j'avais laissé juste, tu vois, quand t'as un message, ça te met 1, 2, 3, tu vois, ça te met ça. Et même ça me procurait une dopamine de voir, tu vois. Et au final, j'ai commencé à couper tout ça. Même je mets plus le son des fois, je me mets en mode concentration. Mais tu vois, quand je suis en mode concentration, en fait, il y a un stress qui se procure que peut-être que j'ai besoin, tu vois, en fait, il y a toujours ce stress de se dire, ouais, en fait, peut-être que j'ai besoin de donner une information à un moment T que je vais pas donner. Et si je la donne pas, ça va être galère. Après, derrière, ça va faire des trucs et tout que je vais devoir recorriger. En fait, j'ai cette pression-là. Et c'est vrai que le focus, il arrive vite à être dissipé dans toutes les informations qu'on m'envoie, tous les messages que je reçois. Donc je me dis, j'aimerais bien trouver une solution justement pour me détacher de tout ça. Donc là, j'essaye plus de déléguer, j'essaye d'avoir des gens qui font l'intermédiaire justement entre ça. Mais c'est vrai que dans le quotidien, travailler sa concentration, c'est important. Les gens ils le prennent pas en considération. En fait, j'ai l'impression que ils décident de se concentrer en fait. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un vrai travail sur ça pour arriver justement à avoir des heures de focus où il y a rien qui te dérange, même si il y a une bombe à côté, tu restes focus sur ton truc et tu continues à développer ton projet. C'est vraiment un travail que les gens ils négligent. Je trouve. Donc c'est bien de le souligner. J'ai une question. Comment on arrive, par exemple, on va dire qu'on est une entreprise, on a 30 collaborateurs. Comment on arrive à créer une culture sportive dans l'enceinte d'une entreprise? Comment on peut mettre ça en place? Ça, c'est une très bonne question. Comment déjà voir les affinités des gens, connaître quels sont leurs centres d'intérêt. Par rapport à leurs centres d'intérêt, justement, sensibiliser soit le manager ou... Maintenant, il commence à avoir donc un nouveau métier qui s'appelle Happiness Manager, c'est ça? Ok, ouais. Ça, c'est plutôt dans tout ce qui est coworking, les startups, c'est pas encore dans les grands comptes, etc. Où justement ils sont là pour le bien-être individuel et collectif des entreprises à travers la RSE. Tu vois ce que c'est, responsabilité sociétale et environnementale. Ouais. Donc déjà il y a ça à souligner, connaître donc les affinités, créer donc une synergie de groupe, donc le team building, donc en proposant donc peut-être des sessions de coaching. Ou des activités sportives. Donc on peut faire un team building sportif direct. Ils peuvent mettre ça en place, ouais, bien sûr. Et en même temps, ça permettra de consolider donc les salariés des entreprises. Et ça, mine de rien, on a constaté que par exemple dans certaines entreprises, quand ils prenaient donc du coaching sportif, bien sûr dans le secteur B2B, ils ont vu leur production, leur productivité accroître en moyenne de 15%, que ce soit au niveau de leur chiffre d'affaires, et une baisse une
une baisse d'absentéisme de 4%. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises maintenant qui font des partenariats avec des coachs sportifs pour venir faire du coaching et presque imposer ça, pas imposer, mais proposer ça aux salariés. C'est ça. Ok. Proposer à certains créneaux pendant la pause déjeuner ou peut-être après le sport. T'as même des entreprises où des espaces ou des salles de gym qui sont spécialisées pour plusieurs entreprises où justement les salariés se rencontrent à l'intérieur et peut-être que ça ouvre des projets à partir de ces échanges-là. Écoute, c'est intéressant. Le but alors, c'est de créer un environnement avec comme des sessions team building, peut-être le week-end, faire des bootcamps, des choses comme ça, ou faire des parcours sportifs, des choses comme ça. C'est ça, commencer à ça, commencer à sensibiliser, peut-être aussi inscrire les gens dans des petits parcours, des petits, je sais pas moi, des petits marathons, pas des marathons, mais des courses à pied de 10 km, des petits challenges, quoi, ça peut aussi permettre aussi aux gens, donc, de se lancer, par exemple, dans des activités sportives dont les dons seront versés pour des associations caritatives. Ça leur permettra aussi d'opter pour une bonne conscience, parallèlement, quoi. Ok. Et dans tout ça, tu penses que c'est important aussi de sensibiliser les salariés sur l'alimentation pour justement peut-être encore augmenter leur productivité. Comment tu penses on peut mettre ça en place dans une entreprise? Maintenant, il y a une nouvelle notion que je vois qui commence à naître, ça s'appelle le biohacking. Tu vois ce que c'est ou pas? Non, pas du tout. Le biohacking, justement, c'est la notion de comment optimiser, que ça soit sur le plan nutritionnel, enfin, 90% c'est nutritionnel, mais aussi sur les bonnes pratiques comme douche froide, faire du sport, la méditation, etc. Donc c'est du biohacking. Et il y a cette culture de biohacking qui commence à naître. Bien sûr, donc il y en a qui prennent les bons compléments alimentaires pour optimiser leur concentration, pour pouvoir être plus en forme, etc. quoi. Okay. Donc oui, la nutrition, c'est la base de tout. Okay. Donc il faut aussi intégrer ça, à ton avis, pour essayer d'avoir, on va dire, une meilleure productivité dans ces équipes. C'est d'avoir justement cette culture sportive en faisant des événements et derrière aussi avoir quelqu'un qui suit l'alimentation et conseille les salariés pour augmenter, on va dire, leur bien-être et leur confort aussi mental. C'est ça. Peut-être aussi des sessions, peut-être des fois des cours, des séminaires à proposer, des formations, peut-être 1 ou 2 jours. Où on peut allier donc comment faire les bonnes pratiques sportives pour éviter peut-être pour les problèmes de posture, comment optimiser sa nutrition, trouver les bonnes sources de nutrition, que ça soit vers le bio, quels sont les bons labels, qu'est-ce qui respecte aussi l'environnement, comment améliorer donc aussi sa confiance en soi, son growth mindset, plutôt l'esprit growth mindset pour la mentalité de croissance, pour optimiser donc la team building pour optimiser on va dire le développement durable. Ça pourrait être un bon acheminement pour les entreprises justement qui se font taper par les organismes qui leur font des sanctions au niveau des normes RSE, quoi. Ok. Et pour toi, c'est quoi tes sources d'inspiration pour rester motivé et dans ton business? Est-ce que tu as des gens que tu suis? Est-ce que je sais pas, tu as un objectif toi aussi dans ton esprit de chiffres, de personnes accompagnées? Qu'est-ce qui te reste motivé? Qu'est-ce qui te garde motivé? Moi, j'ai un rêve. Mon rêve, c'est quoi? C'est d'être à la tête d'une entreprise, d'un empire commercial spécialisé dans le bien-être à l'échelle internationale. Ça, c'est mon rêve. Il y a des personnes inspirantes. Un, par exemple, qui est axé sur le dépassement de soi, qui est un ultramarathonien qui s'appelle David Goggins. D'accord. Qui franchit les limites de la douleur et qui donne un sens à la limite de la douleur pour devenir quelqu'un d'extrêmement fort, à la limite jusqu'à se bousiller les rotules, les pieds, tu vois, mais avoir cette capacité d'avoir cette force mentale phénoménale. Il y a lui, il y a Francis Ngannou aussi, combattant MMA. Un combattant d'MMA qui a démarré en Afrique, qui a dit que j'ai toujours rêvé d'être boxeur et qui a fait toute l'Afrique subsaharienne, au Maroc, l'Algérie, l'Espagne jusqu'à la France et qui est parti jusqu'aux États-Unis pour faire sa carrière en MMA, qui
qui a fini champion et qui a défié Dana White parce qu'il était sous-payé, qui est parti dans une autre organisation. Il a pris ce risque-là. Puis en même temps, il a affronté le champion du monde de boxe anglaise, qui est Tyson Fury, qui est aussi une anomalie de la nature et qui a réussi à le coucher. On aura beau dire qu'il a gagné, mais pour moi, Francis Ngannou mérite le respect. C'est lui le champion du peuple et c'est un parcours incroyable et c'est là où tu te dis que tout est possible. Si tu fixes un objectif et que tu as un rêve et que tu te mets et que tu te donnes les moyens, tout est possible. Et il y a un dernier, c'est Bernard Tapie pour sa polyvalence et son audace. Ok. Bah écoute, j'espère que tu arriveras à arriver au bout de tes projets. Hein. Merci. On fera, quand tu seras à la tête de cette multinationale, on fera une émission comme ça. Ouais, tu nous avec grand expliqueras plaisir. les détails de comment t'es arrivé à monter tout ça. D'après toi, quelles sont les valeurs communes que partagent un sportif et un entrepreneur? Alors, pour moi, un sportif, c'est un entrepreneur. Il entreprend son corps et son esprit, tu vois. Okay. Et un entrepreneur, c'est un sportif dans on va dire un multisportif parce qu'il va devoir gérer l'administratif, le commerce, ceci, cela. En fait, pour moi, le sportif et l'entrepreneur, c'est la même personne, mais sous deux visages différents. Ok. C'est sous deux visages différents qui doivent donc affronter des risques, un sur le plan financier, et l'autre sur le plan des blessures, qui doivent donc accroître un certain capital, l'un un capital financier, l'autre capital santé, qui doivent séduire l'un peut-être un jury ou etc. et l'autre plutôt une audience, une clientèle. Doivent diriger intelligemment. L'un doit donc justement gérer donc sa nutrition, sa récupération, son sommeil. L'entrepreneur, j'ai envie de te dire pareil. Et en plus tout ce qui est de manière externe, les partenariats, les clients, les associés, etc. C'est la même personne. Ok, donc il y a des similitudes en fait dans les deux activités, Ouais, au final. c'est sous deux plans différents. Ok. Et toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui débute? En fait, c'est quelqu'un qui vient juste de commencer et il débute dans le monde des affaires et il veut lancer sa routine. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Tu vois, je viens de te parler sur Instagram. Je te dis voilà, je lance ma start-up. J'ai fait ma première levée de fonds, par exemple. Ok. Et donc j'ai des objectifs de croissance sur cette première année. J'ai besoin justement de mettre en place cette routine sportive pour moi, pour justement éviter la charge mentale trop intense et la gestion du stress. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Pour quelqu'un qui démarre au sport et en même temps qui démarre à la fois au sport et dans l'entrepreneuriat. Ouais, qui démarre mais qui a une pression quand même, qui a une grosse pression mentale puisqu'il a des objectifs de croissance à atteindre. Alors, déjà, dans un premier temps, bien s'entourer. S'entourer de personnes qui ont le même mindset que toi, Okay. qui ont peut-être plus ou moins les mêmes objectifs que toi, mais qui a la même vision que toi. Comme ça, vous vous entre-nourrissez. S'entourer aussi de personnes un peu différentes pour que tu puisses avoir donc des sources, une vision différente et un œil nouveau. S'entourer donc des personnes qui ont des compétences différentes aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Dans le sport, toi, qu'est-ce que tu conseillerais dans le sport? Dans Quelle le pratique sport, il devrait mettre en place? On a parlé de méditation, on a parlé de cardio, de fitness. Est-ce que tu pourrais nous dire, bah voilà, par exemple, il devrait mettre en place 3 fois par semaine de la méditation avec un peu de cardio, de la muscu. Est-ce qu'il doit aller intense parce que justement il a quand même besoin du contrôle de son esprit et de son corps? Qu'est-ce que tu conseillerais? ce que je pourrais conseiller, déjà, ouais, à inclure plusieurs pratiques sportives différentes, que ça soit le stretching, les étirements, le cardio training, 2 types de cardio, donc peut-être minimum une fois par semaine, j'ai envie de te dire, chacun stretching au moins minimum une fois par semaine pour éviter d'avoir des problèmes de posture et améliorer sa mobilité. Minimum une fois par semaine l'endurance fondamentale, c'est du cardio à basse intensité, mais que tu peux tenir peut-être plus d'1 heure, tu vois. Enfin, entre 45 minutes et 1 heure, c'est déjà très bien. Ça permet d'optimiser sa récupération. Ça te permet d'être même plus endurant, même mentalement, tu vois. Du cardio HIIT, c'est-à-dire du cardio à haute intensité en fractionné, moins minimum aussi une fois par semaine. Ça développe plus le mental parce que c'est très douloureux. Ça t'apprend à récupérer de manière aussi active.
Et le renforcement musculaire, j'ai envie de te dire, minimum 2 fois par semaine, quoi. Ok. Pour que tu puisses avoir un résultat enfin, une progression Visuel. qui soit visible, tu vois. Ouais. Tu penses que ça a un impact quand même la transformation corporelle sur la motivation? Bien sûr. La transformation corporelle, c'est pas quelque chose qui ment. Tu peux tout acheter, mais un corps, tu peux pas l'acheter, tu vois. C'est toi, c'est le résultat tu reflètes, en fait, c'est le reflet. Bon, mis à part des personnes qui ont une bonne génétique ou plus ou moins, enfin, dire, qu'ils ont une génétique prédisposée, mais, tu peux pas mentir. Le corps, tu peux pas mentir. Moi, je remarque les gens qui ont des disciplines au sport et tout, ils sont très organisés, ils sont, on va dire, sur leur focus, ils sont forts, tu vois, ils arrivent à faire des choses que moi, j'arriverais pas à faire, mais c'est vrai que les personnes, tu le vois directement, s'ils ont une bonne hygiène de vie, derrière, ils arrivent à aller vers plus loin que quelqu'un qui mange mal, qui boit de l'alcool, qui C'est ça. etc. C'est ça. Donc c'est vrai. Moi, par exemple, j'ai enlevé tout ce qui est tabac, alcool, tout ça. Faut virer ça écarte de tes objectifs, tout ça. C'est sûr. Et je me concentre sur de l'alimentation plutôt saine. Après, je dis pas que je mange pas une pizza une fois Ouais, mais les bien 2 sûr. semaines Mais ou autre, mais j'ai envie de te dire 80%, essaie d'éviter tout ce qui est aliments transformés, etc. Les 20%, fais-toi plaisir. C'est ce qui te permet justement de tenir ta diète, tu vois. c'est vrai. Bon, alors le point important, donc, c'est de bien aussi soigner son alimentation dans tout Ouais. ça. C'est super. Du coup, j'aimerais bien qu'on finisse sur tes offres parce qu'on en a pas encore parlé. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es coach indépendant et tu proposes différents types d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différentes offres et comment les gens après derrière pourront peut-être te contacter pour profiter de ces offres? Bien sûr. Alors, moi, j'ai une expertise à la base. Donc, je suis expert en relance métabolique. D'accord. Donc, c'est une approche holistique un peu différente de tous mes confrères. Dans le sens où je me suis spécialisé dans la perte de gras, donc les personnes qui veulent perdre du poids, mais plutôt du gras, on va dire. Je propose donc des suivis, que ça soit sur le plan nutritionnel, le plan sportif et le plan mindset. Okay. J'inclus donc par rapport à ça dépend des objectifs des personnes. Donc la première, ça peut être une transformation sur un mois maximum jusqu'à 5 kilos. Seconde offre, donc c'est jusqu'à 4 mois, jusqu'à 20 kilos. Et dernière offre, ça c'est pour les personnes de 12 mois qui veulent perdre plus de 20 kilos. Donc je leur fais un suivi donc hebdomadaire qui sera plutôt sur des modules mindset pour incorporer donc sur leur routine. Car l'objectif c'est que cette transformation doit être durable et que la personne ne voit plus de coach de sa vie, quoi. Ok. Et donc du coup, comment on arrive à te contacter? Alors vous pouvez me contacter directement sur Instagram, tapez coach Hamza 000. Ok. Donc la suite pour toi, c'est l'accompagnement. Est-ce que tu as d'autres side projects à côté? Oui, j'ai un autre projet, un projet qui s'appelle Green Butterfly. Pour l'instant, je développe cette activité donc en B2C. Après, donc j'aimerais me lancer justement en B2B. Et comme je t'ai parlé précédemment, donc tout ce qui était RSE, c'est-à-dire que je veux proposer des prestations de services complémentaires qui sera basé donc sur du coaching, des formations séminaires, des événements inter-entreprises. Ça sera donc des événements sportifs et festifs. Et de la promotion de contenu médiatique axé sur le bien-être. Mettre tout ça en synergie pour répondre à un besoin dont les entreprises ont un budget RSE à respecter. Et moi proposer ce programme, que ça soit donc des programmes donc sur 1, 2 ou 3 années, et proposer donc des coachings, que ça soit donc hebdomadaires, des formations séminaires de manière donc trimestrielle, et un événement sportif peut-être tous les 6 mois, 1 an, pour réunir à la fois tous les clients, que les gens se reconnaissent entre eux, et dont une certaine somme sera versée pour une association caritative écologique. J'ai trouvé des associés, je suis porteur de projet, donc j'avais testé avec les déterminés, donc ils m'ont dit que mon projet n'était pas encore assez mature. Voilà, donc je commence à démarcher les programmes d'incubation, et je construis encore mon projet, j'essaie de rencontrer des personnes, je fais beaucoup de réseautage pour agrandir mon réseau et trouver des associés, on va dire. Et voilà, donc ça c'est mon projet.
Super. Bah écoute, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec Plaisir toi partagé, Bastien. sur cette Merci offre, beaucoup. et enfin sur ce podcast, pardon. Et franchement, bah je suis content de voir l'évolution. Pour l'anecdote, bah, on se connaît depuis le collège. Ouais. Donc ça fait plaisir de voir que on évolue tous et que on prend des chemins bons en règle générale, parce que même dans notre entourage d'amis, tout le monde évolue, tout le monde grandit, et ça fait plaisir. Plaisir partagé. J'attends le prochain épisode, et de toute façon Moi aussi. on se revoit bientôt. Merci beaucoup Hamza pour cet échange. Merci beaucoup, Bastien.